Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Gouvernance avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Agapit Napoléon Baforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous célébrons, je vais dire, les 2 ans du hautement social. On en a parlé sur d'autres plateaux. Aujourd'hui, nous voulons comprendre concrètement c'est quoi le social. Agapit Napoléon Baforican, qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur le social? Bon, aussi simple que ça, j'ai pas envie de faire de l'idéologie, donc je vais être un peu moins qu'un idéologue, je vais être un peu plus pédagogue. Et je dirais simplement que le social, c'est la politique et du gouvernement qui met beaucoup plus, qui met l'accent beaucoup plus sur l'homme, l'homme en tant qu'individu dans la communauté, et non l'accent sur la communauté qui est composée de plusieurs hommes. Quand ils disent l'homme, comprenez que c'est l'homme et la femme. Bien sûr. Donc, alors la politique sociale, donc le social, met beaucoup plus l'accent sur l'individu que la collectivité. D'accord. Tout simplement, c'est aussi ça. L'individu que la collectivité. Quoique, la somme d'individus constitue une collectivité. Et donc, mais il y a des actions sociales qui mettent l'accent beaucoup plus sur la collectivité. Et donc, l'individu ne le sent pas. Quand vous prenez une infrastructure routière, est-ce que c'est du social? Oui. Parce que lorsque votre région est désenclavée, vous pouvez circuler vos produits mieux, vous pouvez donc les écouler, vous avez accès beaucoup plus aux services et aux biens qui vous manquent, vous allez gagner du temps à rallier des localités dont vous avez peut-être besoin pour faire votre travail, disons, faire les transactions en biens et en services. Or, quand personne ne regarde l'infrastructure routière comme du social. On le voit comme des œuvres plutôt de développement. Mais jamais du social. Or, on peut mettre le curseur sur ces œuvres comme du social, que je viens de vous montrer. Mais lorsque on dit qu'on va faire l'augmentation de salaire, ou bien que chaque parent d'enfant gagnerait tous les ans, à la veille de la rentrée, percevrait, je veux dire, chaque parent percevrait peut-être 15 000 ou 25 000 ou 50 000 pour bien préparer la rentrée par enfant. Vous voyez, on va dire, c'est la politique sociale du gouvernement. Que le gouvernement accompagne les écoles, les parents d'élèves, 15 000 par enfant. Donc, quand vous en avez 5, ça fait 15 000 fois 5, c'est pas rien, ça fait 75 000. Donc, c'est beaucoup déjà, même si ça... Bon, donc, voilà un peu la politique sociale. Ça s'accentue beaucoup plus sur les grands besoins comme se nourrir, se loger, s'instruire, se vêtir, se soigner. Mais l'individu est regardant sur ce que lui gagne de manière stricte sensu. Oui. Donc, l'argent. On est dans le management de la microéconomie en réalité. Alors que, oui, voilà, donc je peux rester un peu là pour la consommation directe de la microéconomie. Voilà. Donc, celui qui ne constate pas l'impact direct sur son budget peut dire qu'il n'est pas concerné par le social. C'est un peu cela qui n'est pas normal, mais c'est ce qui est perçu dans la plupart des cas. Quand vous n'avez pas senti ça sur votre... Lorsque le gouvernement fait la bataille contre les grèves systématiques, sans service minimum, qu'est-ce qu'il poursuit? C'est une politique sociale. Parce qu'il empêche, parce qu'il se bat, le gouvernement donc se bat ou priorise les services publics aux citoyens. Donc, permettre que tous les Béninois s'assurent du service de l'État de jour comme de nuit, tant que c'est possible. Mais ne donne pas la main à un groupe, quelles que soient ses aspirations, pour empêcher que les citoyens aient accès aux services de l'État. C'est ça la politique anti-grève. Mais combien de personnes l'aperçoivent comme une politique sociale? Très peu. Donc, l'individu ne perçoit de politique sociale que si... Quand ça le touche directement. Or, ça a une vision plus large. Tout ce que je viens de dire là relève du social. Infrastructure routière, maîtrise de la grève. Et la politique qui consiste à demander aux médecins de choisir d'être en clientèle privée. Voilà. Donc, tout ça, la clarification en la matière. A contrario, lorsque la maîtrise de l'inflation est la politique gouvernementale générale,
nous devons atteindre une croissance à 2 chiffres. Oui. Là, on n'est plus dans la politique sociale. On est dans ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques. On est dans une politique, disons, de rationalisation, de gestion de l'économie, de telle sorte qu'il faut créer d'abord la richesse pour que on puisse plutôt la repartager. Donc la croissance à 2 chiffres, la croissance elle-même, le PIB, tout ça, il faut gérer l'axe macroéconomique pour que l'impact microéconomique soit réel. Il faut, en d'autres termes, créer la richesse avant de la distribuer. Donc, l'État a le curseur sur les leviers de création de la richesse et la maîtrise des dépenses. Donc, on dégraisse la fonction publique, on réduit certains services sociaux, parce qu'on a envie de dépenser moins sur les politiques sociales que sur les politiques incubateurs de développement, qui permettent donc de créer des conditions idoines pour que chacun puisse s'exercer et créer ses richesses. Donc, vous contrôlez des marchés modernes. Oui. Alors, le gars qui est dans les marchés de fortune et qui loue, je ne sais pas, 5 000 le mois, vous créez des marchés avec des toilettes publiques. Oui, un standing. Ils vont vous mettre ça à 25 000, on va dire, ah non, que c'est pas sérieux, que c'est pour les riches. Alors, et c'est le cas, par exemple. Les marchés de fortune. Vous vivez dans un environnement totalement nauséabond. C'est vrai. Donc, vous vous exposez aux maladies. Bien sûr. Ah ben, vous ne voyez pas ça parce que, bon, tous les jours, vous vous dites que bon, je suis en bonne santé. Vous pouvez mourir à 45 ans de cancer, ou bien de tumeur, ou bien de infections, ou de ci ou de ça. Vous vous en foutez, on va dire, bon, c'est la sorcière du village, on va voir la belle-mère ou le vieil oncle. On ne voit pas que nous avons passé le temps à nous tuer petitement. Mais l'État n'étant pas commerçant, doit pouvoir amoindrir les coûts pour que la charge ne soit pas trop élevée. Et qui paiera la note? Il définira sa politique, mais pas en puisant. Non. Vous dites, 25 000. Pour un gars, il faut gérer la sécurité, il faut gérer l'entretien, il faut gérer la poubelle, il faut gérer l'assainissement, je veux dire. Mais il y a les coûts induits. Même en politique sociale, il faut bien que quelqu'un paye la note. Mais c'est encore l'individu. Mais l'État, c'est qui? C'est nous tous. Bien. L'État trouve l'argent où? Des impôts. Entre autres. Entre autres, oui. Bien. Mais il fait que nous, notre politique est essentiellement fiscale. Oui. Et comme les citoyens vont payer directement leurs impôts? Combien? Qui est là pour dire, bon, je dois aller payer mes impôts. Voilà, je suis un citoyen. On camoufle les choses. Mais on gagne également dans les liens de coopération. Non. Les accords de coopération pour tel ou tel projet. Vous pensez que les pays là sont généreux pour vous donner l'argent là où vous ne payez pas vos impôts? Bon, on peut pas il y a les conditionnalités justement. Et dans les conditionnalités, il y a beaucoup. L'ajustement structurel que nous avons vécu dans les années 90. Mais l'État, on dit l'État doit dégraisser. On n'est pas à la sorte des États-Unis, on n'est pas à la sorte des décisions de Bretton Woods. Mais vous demandez l'argent. Je dis, mais voilà moi mes conditionnalités. Vous devez passer de 45 000 fonctionnaires à 25 000. Ok, vous pouvez leur offrir les départs volontaires. Mais le départ volontaire crée une nouvelle politique de précarité. Beaucoup ont fait, ils ont pris l'argent, ils ne savent pas quoi. Après, on a créé les systèmes de petites et moyennes entreprises, des trucs d'accompagnement comme les PADME, les PAPME, qui ont essayé donc de récupérer certains qui ont totalement bouffé les sous et qui ne savent pas quoi faire, et qui se sont lancés dans les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est ça le rôle régulateur de l'État. L'État ne peut pas s'occuper de chaque individu pris isolément. L'État met en place une série de politiques qui permet à l'individu de pouvoir circuler en toute tranquillité. Lorsqu'il y a un incendie, qu'on appelle les sapeurs-pompiers, vous voyez comment les diatribes contre le gouvernement, par rapport aux questions à l'Assemblée nationale, du député Kamal Ouassangari, sur l'incident de Dassa. Mais l'État, quel qu'il soit, ne peut jamais avoir un sapeur-pompier à chaque kilomètre. C'est pas ce qui est demandé non plus. Donc, le citoyen est naturellement, même vous mettez même les radars, si on arrête un citoyen, c'est encore les Béninois qui vont se lamenter pour lui. Pour dire non, pourquoi les policiers? Bien, donc, c'est ça. L'État doit répondre à plusieurs exigences
à plusieurs attentes, à plusieurs doléances au même moment. C'est pour ça. Donc, le social, parfois, prend coup des politiques du gouvernement parce que l'État a besoin aussi de créer les richesses avant de les... Ensuite, bon, lui, on n'a pas de la prospérité partagée. Mais comment vous voulez partager une prospérité que vous ne créez pas? Vous n'avez pas créé. Voilà, c'est un peu ça. Sur le régime du PAPB, 114, 115 à 90, on a parlé de canton d'abord sur nos propres forces, sur nos propres moyens. Mais on n'a pas pour créer quoi? Une société nouvelle où il fera bon vivre pour chacun, pour tous. Alors, pour qu'il fasse bon vivre pour chacun, pour tous, la société nouvelle, on a dit la société socialiste. Mais dans l'idéologie, je ne voulais pas me transformer en idéologue, donc je vais parler sur ça. La société dont on parle, il faudrait que l'individu prenne conscience qu'il est l'acteur de son bien-être. Et l'État accompagne. La société nouvelle dont on parlait, quand nous comptons d'abord sur nos propres forces. Il faut qu'on lit les deux pour comprendre que l'individu doit se mettre au cœur. Il ne peut pas faire les grèves et qu'on ait les propres forces. Qui va payer les coûts? D'accord. Donc, il doit comprendre qu'il doit cravacher, travailler. Et donc, la notion du travail. La notion du travail. Le travail doit prendre un sens franchement humain, d'accord, mais exigeant. On doit savoir que nous devons travailler. Pas travailler parce qu'on nous a passé au jardin d'Éden, donc, pas de travail comme corvée, mais travail comme condition. Donc, pour approcher la prospérité. Travail comme condition pour atteindre un certain bien-être. Travail comme condition pour un meilleur épanouissement. Comptons d'abord sur nos propres ressources. Moi, en tant que jeune scolaire, j'ai contribué à construire mon école. Avec des activités coopératives. J'étais jeune, l'école primaire publique de Kouti-Tossouron. Aujourd'hui, c'est une grande école primaire dans l'arrondissement de Kouti. Mais en tant que scolaire, en 76, j'étais assez jeune. Donc, pas assez jeune, j'étais petit. Oui. Mais nous ramassions ce qu'on appelle les pailles. Les pailles. Voilà, au C, on appelle ça au C. Les trucs pour pouvoir... Mais avant ça, il fallait ramasser de la boue, donc de la territe, pour pouvoir faire ça. Avec la terre battue. Donc, ça c'était sur l'origine du PAPB. On a l'écolier, l'emploi, le Akowé, on doit quitter le mythe. Et c'était ça. L'école nouvelle doit fabriquer le citoyen béninois qui doit quitter le mythe de Akowé, c'est-à-dire le gars qui s'enferme dans le bureau climatisé à parler français du matin au soir. Il doit être sur le terrain. Aujourd'hui, quand on est béninois, ça balaye devant sa rue. Au contraire, les gens, ils lâchent les animaux qui viennent salir et c'est vous qui balayez. Et le chef Katécha, il ne comprend rien à ça. Il y a des animaux qui circulent, qui chient dans l'eau, et puis bon voilà, tout ça là. Qui les combat? Les gens, vous mettez des plans, c'est des animaux errants qui vont les bouffer. Détruire les balises que vous mettez. Et ainsi de suite. Avant, il y avait des samedis de balayage. De balayage, oui. Aujourd'hui, plus personne ne vient. Combien de fois? C'était tente. Les clubs services tentent. Je fais partie d'un club pour ne pas le citer, mais qui essaye, par les jeunes, les léos, parfois de susciter encore cette dynamique dans certains esprits. Mais ça a disparu. Votre génération n'a pas connu ça, Angèle. Je l'ai connu. Vous ne connaissez pas vraiment ça. Bon, pas vraiment, d'accord. Sinon, je l'ai connu. Les vergers, les petites pépinières qu'on fait. Bien sûr. Pour avoir les feuilles de lecture. Peut-être que c'est terminé sur ma génération. Je l'ai connu. Donc voilà un peu. Donc, quand on attend de l'État le social, l'individu doit se poser aussi les bonnes questions. Or, aujourd'hui, l'individu ne se pose pas ces questions-là. Parce qu'il a trop attendu. Depuis 90, 76 à ce jour. Parce qu'on lui a fait croire que c'est l'État-providence. L'État-providence n'existe pas. Même sur le PPB, ce n'était pas l'État-providence. Oh, ici, ce qu'on a fait à la conférence nationale, on a dit l'État libéral. Mais l'État libéral, c'est sauf qui peut. Bon, c'est l'État libéral. Non, l'État libéral, c'est sauf qui peut. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas celui. Dans une société libérale,
Ce n'est pas l'État qui va gérer la pluviométrie, va gérer la chaleur sèche, va gérer les veaux vergers, va gérer. Non, ce n'est pas cet État-là. C'est l'État régulateur. Il gère les grandes masses et vous gérez vos combats sur le terrain. Aujourd'hui, on appelle les équipes départementales de football. Oui. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont propriétaires des équipes. Ça, c'est l'État libéral, ça. Et je dis non. Mais lorsque l'État se prononce sur la question de grève et maîtrise, ça, c'est l'État social. D'accord. Donc, nous créons tous la richesse pour enfin en bénéficier après dans la redistribution. C'est ce que je résume de ce que vous avez dit là tout de suite. Le principe est que l'individu, même dans la politique sociale de l'État, l'individu est au cœur de tout. Il est au cœur de la production. Il est au cœur de la redistribution. Il est au cœur des impératifs de l'exécutif. Il est l'alpha et l'oméga pour que la collectivité... Puis si l'individu est épanoui, naturellement la collectivité est épanouie. Or, le système donc c'est un rêve, c'est le système où le Gbadé Tchedjanambi là, que nous avons combattu sur le PPB, c'est que l'individu est égocentrique. Il est égoïste. Gbadé Tchedjanambi, c'est le pas Gbadé Tchedjanambi, mais Nami Tchebonmandou. C'est pas la même chose. Non, le Nami Tchedjanambi encore, il est même dans une position attentiste. Le Gbadé Tchedjanambi là, c'est qu'il se met devant, c'est le mien. Nami Tchedjanambi, c'est que tu attends, tu tends. Ça encore, on peut gérer. En fait, c'est pas dans tout. Mais le Gbadé Tchedjanambi là, c'est quand on te met dans une posture de créer la richesse pour tout le monde et tu prends ta part. Oui. De manière globale, le social ne peut pas exister dans un pays sans qu'il y ait un minimum de travail. Hein? Moi, je pense qu'à la Conférence nationale de 90, on n'a pas défini les principes. D'accord. On a pris des grandes décisions pour remettre l'État à flot. Mais on doit définir les principes. Aujourd'hui, même l'intellectuel agrégé du Bénin ne peut pas vous définir comme il se doit la démocratie. Et vous déclinez les grands principes. La liberté, le droit à la vie, mettre l'homme au cœur. J'entends le prochain Adjou le dire. Je sais que lui, il est un humaniste, chrétien catholique. Au cœur, oui, l'homme au cœur de tout. Parfois, je me dis, mais moi, je m'en prends pour voir à l'église, je suis né chrétien catholique. Mais je dis, mais les confessions religieuses, donc l'église, qui parfois sort des lettres quand les épiscopats se réunissent, oui. Mais pourquoi ils ne s'en prennent pas à leurs fidèles qui sont tout le temps aux messes de 7 heures ou de 6 heures, qui prennent la communion, mais qui sont les fonctionnaires sur le terrain. Est-ce qu'il manque de le faire? Non, ils ne le font pas. Ils n'interpellent plus le gouvernement. Quand vous allez à l'église, les homélies, parfois, c'est assez contre les politiques de développement. Contre les actions, on le dit parfois directement ou avant. Mais pourquoi on n'interpelle pas le gars qui est assis là? Mais s'il est membre du gouvernement, ça veut dire qu'il est concerné. C'est un fidèle. Le gouvernement ne vient pas à l'église. Non, c'est un fidèle. Et l'église doit jouer sa part. Les confessions religieuses doivent jouer leur part. Ils n'interpellent pas suffisamment les fidèles. Donc, toute politique sociale, et donc l'église en est l'un des porteurs. Il y a la doctrine sociale de l'église, notamment, je connais ça, par l'église catholique dont je suis. Je suis né catholique. Pas grand pratiquant aujourd'hui, mais je suis né catholique et je ne sais pas changer de religion. Et tous mes enfants sont baptisés. Alors donc, moi j'estime que l'Église a son travail à faire, tout comme les confessions religieuses, tout comme les ordres philosophiques. Chacun doit faire son travail pour transformer l'individu en acteur de développement. Et donc, vous allez voir que la politique sociale sera beaucoup plus gérable que lorsqu'on a une position attentiste pour dire que c'est à l'État de le faire. C'est qui l'État? Ce n'est pas vous et moi. C'est pas celui qu'on a élu ne peut pas avoir la baguette magique. Ces temps ne sont plus d'actualité. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs existé? C'est tout le monde qui doit travailler. Absolument. Tu vois, à l'émergence d'une société de création de richesse et donc de la redistribution. Pour finir, est-ce que le social a des limites? Mais c'est exactement ça. On a parlé que des limites. Enfin, on a mis les curseurs sur les deux à la fois. Okay. Vous ne pouvez pas distribuer là où ça n'existe pas. Okay. La preuve, pendant le PAPB, on a créé beaucoup de conditions. Mais au niveau de l'ajustement structurel, on a ramené le gouvernement à tout arrêter. Départ volontaire, maîtrise gel des recrutements. Tout ça fait partie des limites du social.
Donc, les deux sont ensemble. Lorsque l'un surpasse l'autre, l'état régulateur a disparu. Et si l'état régulateur disparaît, il y aura un désordre dans un sens ou dans un autre. Oui. Le social va avec ses limites, tout comme la société libérale doit aller avec ses limites aussi. Le plus grand problème, c'est qu'il faudrait que nous mettions le curseur sur des secteurs. Lorsqu'on ne le fait pas, à un moment donné, et c'est ça qui s'est passé sur Baptiste Talon, on a vécu dans une telle irresponsabilité qu'on a cru que l'État pouvait tout faire. Mais quand l'État commence à s'essouffler, quand nos propres démons nous rattrapent, on est allé aux États généraux de 90, c'est-à-dire à la Convention nationale. On a dit démocratie, comme s'il fallait faire l'incantation démocratique pour que tout devienne normal. On a jamais fait des élections acceptées. La Cour constitutionnelle va dans tous les sens pour que ça se maintienne. Mais à l'arrivée de Patrice Talon, depuis 2016, il a opté pour une politique qui, tout au moins, nous permet de comprendre progressivement que chacun a un travail à faire. Mais on n'a pas encore atteint le haut de l'iceberg. On a encore du travail, sérieusement du travail. Donc il appartient qu'on comprenne. Et ce qu'on n'a pas pu faire en 90 à la Conférence nationale, on a encore le temps de le faire pour que chacun comprenne que le social n'est pas une incantation, il découle d'une politique. Voilà, merci à vous, Agapit. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui est du social, ce qu'il faudrait savoir sur le social, son évaluation et également ses limites. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet de www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, puis en direct sur iOS et Android Etele Benin, Etele avec vous, pour vous.